Depuis Ocarina of Time, la diversité des peuples d'Hyrule n'a cessé de se développer. Si chaque opus apporte à ces derniers de nouveaux éléments de culture qui leur sont propres, la série a toujours su conserver une certaine continuité. Ainsi, cet univers pourtant déjà si riche gagne en vitalité tout en préservant la forte cohérence qui fait son identité. Breath of the Wild réintroduit donc des peuples qui ont été imaginés pour la première fois il y a quelques décennies, sans manquer d'étoffer l'histoire d'Hyrule à laquelle s'entremêlent plusieurs millénaires de contes et de légendes. Anecdotes personnelles ou exploits collectifs, insignifiantes ou épiques, il est des histoires que l'on aime se remémorer, d'autres, en revanche, que l'on préfère taire à jamais. Bien qu'étant aujourd'hui plus que rayonnantes, les Gerudo vivent encore avec le poids des actes d'autrefois. À travers les vestiges de ces époques lointaines, leurs secrets les plus sombres pourtant bien enfouis n'attendent qu'à être déterrés. Le désert Gerudo. Parmi tous les peuples d'Hyrule, seule la tribu éponyme a réussi à prospérer dans cet environnement hostile. Isolés des autres civilisations par l'immensité du désert, les Gerudo possèdent évidemment leurs propres coutumes et cultures bien établies. Là où le culte de la déesse Hylia est très présent partout ailleurs en Hyrule, aucune Gerudo ne prend soin ni ne prête attention à l'effigie de la déesse, qui se tient comme perdue dans une ruelle très peu fréquentée, prenant la poussière. Si Hylia a probablement été vénérée à un moment donné dans l'histoire, le peuple du désert a désormais les yeux rivés sur un tout autre panthéon, celui des 7 héroïnes. Bien que visuellement identiques en tout point, ces immenses édifices représentent les divinités protectrices des Gerudo. L'absence de caractéristiques individuelles et cette manière qu'a la tribu de ne personnifier aucun de leurs monuments a motivé bon nombre de personnes à tirer des conclusions hâtives quant à leur identité. S'il est assurément inscrit sur les statuts des héroïnes qu'elles faisaient autrefois partie d'un groupe de 7 sages, il n'y a actuellement aucune raison de penser qu'elles représentent celui d'Ocarina of Time plus que n'importe quel autre groupe rencontré dans l'histoire. Pourquoi pas non plus les 7 jeunes filles de Four Sword Adventures ou bien celles de Link to the Past. Comme le laisse suggérer le détachement des Gerudo de la culture d'Hyrule, les héroïnes sont plus probablement de nouveaux sages jusqu'ici jamais rencontrés. Ceci dit, l'histoire se veut plus complexe. Si le mystère était déjà bien épais, une 8e héroïne, privée de son épée et oubliée de tous loin du désert sur les hauteurs Gerudo, vient s'ajouter au tableau. Bien que celle-ci se dresse dans une solitude éternelle, elle faisait, à un moment donné de l'histoire, partie intégrante du même groupe que les 7 autres. En effet, les plus anciennes ruines Gerudo dans lesquelles les Yiga se sont installées présentent les 8 héroïnes ensemble. Ce qui est curieux en ces lieux, c'est le manque de précision concernant leur statut. Il n'y a, à vrai dire, aucune inscription qui ne laisse suggérer qu'il s'agissait bien d'héroïnes ou même de sages. Il ne fait évidemment aucun doute que ces figures étaient très importantes pour les Gerudo des anciens temps, mais la structure du bâtiment s'apparente plutôt à celle d'un conseil ou d'un tribunal qu'à celle d'un lieu de culte. Et si les héroïnes n'étaient initialement pas des sages, ni même des divinités, mais plutôt un ordre militaire ? Depuis les événements tragiques autrefois perpétrés par Ganondorf, plus aucun mâle n'a assumé le trône. Avec cette soudaine absence de figure autoritaire, il n'est pas impossible qu'un pouvoir arbitraire ait été mis en place par le peuple du désert, celui-ci représenté par ses 8 membres de l'époque les plus importants, dans le but d'agir pour la sécurité et la prospérité des anciennes Gerudo. Cette hypothèse d'ordre chevaleresque, quasi arthurienne, est d'autant plus renforcée par le nom de fichier de leur modèle, qui considère ces statuts comme étant des statuts de chevaliers. Les codes propres à cet ordre militaire seraient d'ailleurs encore en vigueur aujourd'hui. La garde rapprochée de la chef Gerudo, qu'il s'agisse de Beterra ou de celle qui assurait la protection d'Urbosa, semble tenir un garde-à-vous particulier lorsqu'elle est en fonction. Une pose qui se veut autoritaire, bras tendus devant le torse, les mains jointes reposant sur le pommeau de son arme dressée à la verticale. Et pas n'importe quelle arme. L'espadon Gerudo, une épée uniquement réservée aux soldates les plus talentueuses. En dehors de la garde rapprochée, aucune autre guerrière n'est autorisée à manier une telle épée. L'affiliation de cette posture à celle des 7 héroïnes ne fait aucun doute. Serait-ce un simple hommage? Les héroïnes reposaient elles aussi sur l'espadon Gerudo? Comme pour nous ôter d'un doute, il s'avère que l'on peut retrouver cette fameuse arme plantée au pied de l'épée perdue de la 8e héroïne.
Cette dernière n'aurait d'ailleurs pas disparu de l'histoire sans raison. À en juger par sa présence dans les ruines du Conseil, la 8e était autrefois aussi importante que les autres. Un événement s'est forcément produit entre-temps, résultant jusqu'à son effacement total de l'histoire des Gerudo. Un tel processus peut s'apparenter à celui de la damnatio memoriae, autrefois pratiquée dans l'Antiquité et qui consistait à effacer toute trace de l'existence d'un personnage public ayant commis des actes néfastes et gravissimes. Il s'agit en quelque sorte du pendant inverse de la consécration. Alors que la 8e héroïne aurait été condamnée à l'oubli, les 7 autres auraient été déifiés, s'élevant littéralement au rang de divinité protectrice pour les Gerudo. En lien avec sa condamnation, il ne fait aucun doute que la 8e héroïne ait également subi l'équivalent symbolique d'une dégradation militaire à l'instar de l'officier Dreyfus lorsqu'il fut accusé à tort de haute trahison, à savoir la destruction de tout symbole de statut, dont notamment l'épée. Une telle sentence est irrémédiable, et les Gerudo ne l'ont sûrement pas prononcée à la légère. Ces mesures drastiques étaient autrefois prises dans le but de rétablir l'honneur d'une nation, et c'est sans aucun doute afin de défendre leur fierté féminine qu'a eu lieu la condamnation à l'oubli de la 8e héroïne. Seul un affront profondément injurieux à leur image put motiver une telle conspiration. Il fallait faire disparaître la cause de la grande honte des Gerudo, une honte qui les poursuivra pour l'éternité. Ganondorf. D'une certaine manière, l'ancien roi Gerudo et la 8e héroïne sont connectés. Bien qu'ayant été effacée de l'histoire, la 8e héroïne serait vénérée encore aujourd'hui sur les hauteurs Gerudo. Cette région est uniquement habitée par les Yiga, qui y ont établi il y a bien longtemps leur quartier général, ainsi qu'un campement plus haut dans les montagnes. Ces derniers voueraient-ils un culte à la 8e héroïne ? Contrairement aux 7 héroïnes qui ont été taillées dans de la pierre blanche puis déplacées pour former ce temple, la 8e héroïne a été sculptée à même le flanc de la montagne, d'une roche rougeâtre, et lui est encore attachée. Cette statue qui aurait trop contrasté avec le décor n'était donc pas destinée à faire partie du même complexe. Elle a sans aucun doute été construite avec la parfaite connaissance de l'événement qui mena au bannissement de l'héroïne dissidente, comme une marque d'opposition avec le peuple Gerudo et, par extension, avec le royaume d'Hyrule. Cette opposition se manifeste notamment par la sculpture en miroir. Comme pour les autres héroïnes, il y est inscrit 7 sages, mais de façon inversée. Cette symbolique inversée est typique des Yiga, qui l'utilisent déjà pour montrer leur antagonisme avec les Sheikah. Il est très probable que la statue de la 8e héroïne ait en réalité été construite par leurs ancêtres. 2 camps sont donc identifiables à ce stade, les Gerudo et les 7 héroïnes d'un côté, la 8e et les Yiga de l'autre. Or, ce qu'on savait d'eux jusque-là, c'est qu'il y a plus de 10 000 ans, les premiers Yiga ont choisi de prêter allégeance à Ganon, une allégeance qui se perpétuerait donc à travers la vénération de cette mystérieuse figure Gerudo. Tout porte à croire que la 8e héroïne et Ganondorf sont bel et bien liés. La disparition de Tuska après qu'il nous ait confié des informations à propos de cette statue est d'ailleurs très inquiétante. Parmi tous les habitants du royaume, il s'agit du seul qui se soit mystérieusement volatilisé. Les Yiga nous sont maintes fois présentés comme des assassins. S'ils vénèrent bien cette 8e héroïne, il y a de fortes chances pour que Tuska ait été assassiné pour avoir révélé des informations sensibles. Si tous les autres peuples d'Hyrule semblent avoir oublié la véritable forme du fléau, ne lui connaissant en effet que ce nom, il ressort clairement du discours d'Urbosa que les récits concernant l'origine de Ganon et le fait qu'il fut autrefois un Gerudo ont quant à eux bien été conservés par le peuple du désert. D'autant que, parmi toutes les tribus du royaume appelées à la lutte contre le fléau, il s'agit de la plus déterminée, Urbosa ayant accepté sans hésitation la requête de Zelda, témoignant clairement d'une volonté de réparer les erreurs d'un passé pourtant si lointain. Toute la méfiance et le scepticisme à l'égard de la gente masculine prennent également leurs origines auprès de Ganon. Reposant principalement sur la figure mythique des Amazones, une société matriarcale pour laquelle la prospérité repose uniquement sur le féminin, la fierté des Gerudo est très clairement axée sur le genre. Elles projettent leur peur et crainte de Ganondorf sur tous les hommes, sans discernement, les considérant comme étant intrinsèquement plus mauvais et destructeurs que les femmes. La place des hommes au sein de la tribu se voit ainsi prohibée, l'accès à la cité leur est interdit, et même le simple fait de confectionner et de vendre des vêtements leur étant destinés devient illégal. Cependant, alors que Ganondorf avait déjà commis ses actes malfaisants irréversibles dans Ocarina of Time, les Gerudo n'excluaient pas encore les hommes autant qu'elles le font aujourd'hui. Au contraire, ces dernières ont même accepté Link dans leur rang en allant jusqu'à lui conférer le titre de Gerudo après qu'il leur eût prouvé être aussi digne qu'elle.
L'épopée du héros du temps et l'avènement de Ganon ne sont donc pas les événements qui ont conduit la tribu à appliquer de telles lois restrictives vis-à-vis des hommes. Ces lois seraient donc apparues bien plus tard, des suites d'une des nombreuses batailles contre Ganon qui ne manquent qu'à être comptées et dans laquelle les héroïnes auraient été impliquées. Qu'importe la chronologie pour laquelle vous êtes en faveur, Ganondorf est mort à la fin de chacune d'entre elles. Pourtant, il semblerait que ce soit bien au roi Gerudo, ou plutôt ce qu'il est devenu, que nous ayons affaire dans Breath of the Wild. Si jusqu'à présent il est toujours parvenu à revenir de ses cendres, ses nombreuses résurrections ne se sont jamais effectuées d'elles-mêmes. Un agent externe a toujours été impliqué. Figure honteuse, effacée de l'histoire à laquelle les Gerudo ne souhaitent plus être assimilés, la 8e héroïne serait l'instigatrice de la résurrection de Ganon. Son surnom, la géante de bronze, ou pour être plus précis, divinité géante en japonais, rappelle celui d'une figure lointaine de l'histoire, une figure liée à la facette la plus sombre des Gerudo, le colosse du désert. De son nom original, statue de la divinité géante maléfique, ce monument qui surplombe le désert et qui siège au cœur du temple de l'esprit représente une seule et même idole vénérée par les anciens Gerudo, la déesse des sables. Cette divinité est inhérente à ce temple qui, lui, repose intégralement sur la notion de dualité, celle du yin et du yang, dont le symbole est visible jusque sur le médaillon de l'esprit. Ce concept oppose deux éléments différents qui se complètent pour former un tout, en l'occurrence, l'unité de l'esprit. Il est ainsi nécessaire pour Link d'alterner entre l'enfance et l'âge adulte pour compléter ce temple, impliquant l'esprit du héros dans son entièreté. Se servant de ces lieux comme repère, Twinrova incarne à la perfection cette unité. Il s'agit en réalité de la véritable forme d'une sorcière capable de scinder son esprit en deux personnalités opposées, Kume et Kotake, l'une maîtrisant le feu, l'autre la glace. Une dualité élémentaire du chaud et du froid, du jour et de la nuit, du soleil et de la lune. En somme, la dualité du désert. Cette dualité inhérente à cette région aride le jour et glaciale la nuit se reflète indéniablement dans la culture de ceux qui y vivent, notamment à travers leurs armes qui s'appuient sur les deux astres, un bouclier pour le soleil et un cimeterre pour la lune. Sa magie élémentaire étant l'essence du désert, Twinrova en devient la personnification même, et la métaphore employée par Ganondorf pour parler du vent qui y soufflait renforce cette hypothèse. Ce vent, incandescent le jour et glacial la nuit, apportait avec lui la mort. Jamais un vent aussi malfaisant n'avait soufflé en Hyrule. Ces dires renvoient inévitablement à la figure de la déesse des sables présente au sein du temple de l'esprit, sur le visage de laquelle Navi lit le mal. Qui est véritablement cette divinité? A-t-elle réellement existé ou ne s'agirait-il pas plutôt d'une façade? Pourtant dédié à la déesse des sables, Kume et Kotake se réfèrent à ce temple comme étant le leur. Âgée d'au moins 400 ans à l'époque d'Ocarina of Time et encore présente bien des siècles plus tard dans la saga Oracle, la sorcière possède une espérance de vie clairement plus longue que ses consoeurs. Une quasi-immortalité, un pouvoir que seules les divinités ou autres démons possèdent. Au fil du temps, cette quasi-immortalité, sa puissante magie à l'image du désert et son gigantisme ont dû fortement influencer la tribu à prendre la véritable forme de la sorcière pour une divinité. Une divinité factice à qui Link doit précisément faire tomber le masque pour accéder au repère de Twinrova. Une façade qui, une fois retirée, laisse apparaître le véritable visage de cette pseudo-déesse maléfique. Twinrova est le colosse du désert. Étonnamment, la 8e héroïne n'est pas la première statue de l'histoire à avoir perdu sa lame pour des raisons obscures. Dans la version originale d'Ocarina of Time, l'effigie de la déesse des sables située au cœur du temple de l'esprit portait une épée qu'elle s'est vue retirer lorsque le jeu fut refait.
S'il ne s'agit certainement que d'une simple référence extradiégétique, cette heureuse coïncidence renforce symboliquement l'hypothèse selon laquelle la 8e héroïne et notre fausse divinité seraient une seule et même personne. Twinrova. Il faut savoir que le lien qui unit cette sorcière à Ganondorf est très fort. Bien qu'il soit l'antagoniste principal, c'est elle qui l'a élevé et instruit à la magie noire. N'étant simplement que sa mère adoptive, il est possible que Twinrova ait en réalité tué les véritables parents de Ganondorf afin de noircir son cœur dès le plus jeune âge et ainsi favoriser un environnement hostile dans lequel il développerait une haine incommensurable contre Hyrule. Contrairement aux autres Gerudo tels que Naboru, le mal est inhérent chez lui, celui-ci n'hésitant pas à piller et tuer pour mener à bien ses noirs desseins. Agissant dans l'ombre du royaume depuis plusieurs siècles, Twinrova a sûrement rassemblé de multiples informations à propos de la Triforce qu'elle aurait transmise à Ganondorf dans le but d'attiser chez lui une soif de puissance, une convoitise pour le pouvoir sacré des dieux qui l'aurait changé à tout jamais, le transformant en un être avide, délaissant son peuple au profit d'un monde noyé sous les ténèbres et le chaos. En élevant Ganondorf, Twinrova aurait ainsi donné naissance à une véritable incarnation du mal. Le roi démon. Tout au long de la série, chaque fois qu'un démon est vaincu, celui-ci ne disparaît jamais vraiment. Même s'il perd son enveloppe corporelle, son esprit, lui, erre toujours quelque part. En acquérant suffisamment du pouvoir de la force, l'esprit de Vahati est parvenu à subsister malgré la destruction de son corps. Autrefois Minish, il n'est maintenant plus qu'un pur concentré de haine, alimenté par sa rancœur pour Link et sa soif insatiable de pouvoir. Durant notre aventure dans Minish Cap, nous assistons donc à la naissance de Vahati en tant que démon, un démon suffisamment puissant qui peut, tant que son esprit n'a pas été annihilé à l'aide de la Triforce, être indéfiniment ramené à la vie. Aussi humain qu'il puisse paraître, Ganondorf est pourtant bel et bien devenu un démon lui aussi. Dès l'instant où il a acquis une part du pouvoir divin, le point de non-retour fut franchi. Au même titre que les autres rois démons, Ganon attend patiemment que l'on fomente son retour à la vie au moyen de rituels démoniaques. Le trailer s'ouvre sur une voix désincarnée qui chantonne avec obstination la même mélodie jusqu'au réveil de Ganondorf. Curieusement, Ghirahim répétait lui aussi une mélodie particulière durant le rituel de résurrection de l'avatar du néant. Cette voix fantomatique que nous entendons témoignerait-elle de l'exécution d'un rituel ? Si les rites démoniaques semblent varier en fonction des opus, le sacrifice d'un corps a toujours été une nécessité afin de ressusciter un démon, Spiritrax établissant d'ailleurs qu'il est nécessaire pour un tel esprit de posséder un réceptacle. Des rituels de résurrection, Twinrova a déjà montré savoir en pratiquer dans la saga Oracle, le noir rituel qui plus est transmis par les Gerudo. Depuis toujours, la sorcière tire les ficelles dans le plus grand des secrets, qu'elle ait usurpé un titre bienveillant de protectrice Gerudo afin de conspirer une nouvelle fois pour le retour du roi démon est un scénario plus qu'envisageable. En inspectant plus en détail le corps situé dans les profondeurs du royaume, il semblerait qu'il ne s'agisse pas du Ganondorf que nous connaissons. Si ses oreilles sont devenues pointues après avoir obtenu sa Triforce, à en juger par ses plus récentes apparitions dans Twilight Princess et Wind Waker, celles de ce corps sont, quant à elles, encore bien rondes. L'absence de barbe et cette chevelure d'une longueur inédite pour le Seigneur du Malin prêtent également à interrogation. De même, alors que Ganondorf a toujours été simplement vêtu de noir de la tête aux pieds et sans décoration superficielle, ce cadavre est quant à lui vêtu d'une toge laissant le haut de son corps apparent et porte sur lui de nombreux bijoux en or, une tradition vestimentaire bien plus proche de celle des Gerudo modernes comme Urbosa ou Riju que de celle de leurs aïeuls. Et si ce corps était en réalité celui d'un autre mâle Gerudo, sacrifié pour héberger l'esprit de Ganon ? Condamné dans les abîmes d'Hyrule, le corps de ce Gerudo a fini par se décomposer. Il n'a plus de peau, plus de paupières et encore moins de globe oculaire. Seules ses orbites sont apparentes. N'étant plus qu'une carcasse, les yeux qui apparaissent ne peuvent être les siens. Tout comme Zelda, qui a servi de réceptacle pour l'esprit de Malar lors de sa résurrection, cette dépouille se retrouve animée par l'esprit qui l'habite et présente les mêmes yeux démoniaques. Des yeux emplis de haine et de rancœur, ces mêmes yeux que l'on retrouve partout en Hyrule et qui sont, eux, des émanations de l'esprit de Ganon. Bien longtemps avant les événements qui précèdent de loin Breath of the Wild, le corps d'un mâle Gerudo fut donc sacrifié et utilisé comme réceptacle pour l'esprit de Ganon afin d'assurer à ce dernier une pleine résurrection.
un retour sous forme humaine. Cependant, il fut aussitôt scellé. Si beaucoup pensent que cette main soutient la plaie qui a été infligée à Ganondorf dans Twilight Princess, elle sert en réalité un morceau de chair, plantant ses ongles aussi profondément que jusqu'à son cœur. D'après le rythme cardiaque, d'abord très lent lorsqu'elle est en place et redevenant normale une fois retirée, il semblerait que la main du sceau entrave les mouvements du cœur, empêchant celui-ci de battre normalement et d'irriguer le corps, rendant ainsi cette enveloppe totalement inutilisable pour Ganon. Bien que ramené dans le monde des vivants, il se retrouve malgré lui piégé dans ce réceptacle. N'étant plus qu'un pur concentré de haine et de rancœur, une part de son esprit parvint tout de même à s'en échapper et à se hisser jusqu'à la surface sous la forme du fléau, cet ennemi qui hante Hyrule depuis des millénaires. Le fléau Ganon est donc une entité spirituelle qui cherche à tout prix un nouveau corps afin de remplacer celui qui lui a été promis, au point de prendre en partie possession des créatures divines et des autres technologies à travers sa rancœur. Durant toute l'intrigue de Breath of the Wild, il tente lui-même de concevoir une nouvelle enveloppe charnelle en se servant des pièces de gardiens à proximité, mais n'y parvient pas car Zelda le contient. Interrompue par le pouvoir de la princesse, cette résurrection est incomplète et donne uniquement naissance à une bête dépourvue d'intelligence, tout comme Malar ou encore Ganon lui-même dans la saga Oracle. Dans son désir de vouloir retrouver une forme humaine, il a naturellement cherché à se façonner un corps à l'image de son apparence d'autrefois, arborant une barbe, attribut propre à notre cher Ganondorf depuis Wind Waker et Twilight Princess. L'absence de barbe concernant le corps gisant dans les profondeurs d'Hyrule atteste du fait qu'il ne s'agit pas de l'enveloppe originelle de notre Ganon, mais bel et bien d'une personne différente dont le corps semble avoir été mutilé, sûrement lors du rituel de résurrection. Sa peau est trouée à de multiples endroits, et le mythique joyau frontal de Ganondorf a même été incrusté dans son crâne, perçant sa peau au niveau des extrémités. Étonnamment, le motif irrégulier de son bijou est le même que celui du bracelet de la main qui le retient. L'orfèvrerie de ces deux artefacts est d'une proximité troublante, qui se vérifie jusque dans l'emploi ostensible du même métal. L'or. À l'époque de Breath of the Wild, l'or fait partie intégrante de la culture Gerudo, utilisé pour décorer les statues, encadrant estrades, piédestaux et autres devantures, ornant divers objets qui pourtant semblent à première vue sans réelle importance, et portés par absolument toutes Gerudo, peu importe l'âge et le statut social. De toutes les tribus présentes en Hyrule, il s'agit de la seule qui, en dehors de la famille royale, possède une telle richesse. Toutes les excuses sont bonnes pour utiliser ce métal précieux. Étant donné qu'il se trouve dans des ruines vraisemblablement Sono, la théorie prévalente veut que le sceau soit de la même origine. Mais de tout ce que nous savons au sujet de cette mystérieuse tribu, elle ne semble visiblement pas avoir eu de grand intérêt pour l'or. Les Sono sont considérés comme barbares, et la tenue qu'ils ont supposément portée présente tous les signes des tribus primitives telles qu'on les imagine. Ossements et carcasses de créatures vaincues, cuir et peau de bête, ainsi que des peintures corporelles intimidantes. Leurs constructions sont quant à elles de grandes bâtisses taillées dans de la simple pierre brute et sans artifice. Rien dans les vestiges de cette civilisation ne laisse suggérer une quelconque affinité pour la joaillerie et les pierres précieuses. En réalité, le seul trésor fait d'or que l'on peut retrouver au sein d'une construction Sono est d'origine Gerudo. La présence de ce diadème en ces lieux, exposé comme véritable trophée, atteste d'une curieuse relation entre les deux peuples. Les Sono ont visiblement construit un réseau dans les profondeurs d'Hyrule, et le fait que la région Gerudo soit la seule à abriter deux immenses gouffres apparemment sans fond n'est sûrement pas une coïncidence. Les traces de cette relation incertaine semblent être exposées à travers une fresque murale dans les ruines de la mystérieuse tribu, dépeignant les Gerudo telles qu'elles étaient il y a bien longtemps, des cavalières d'exception dont l'archerie montée était leur spécialité, en opposition à aujourd'hui où elles ne se déplacent plus qu'à l'aide des morses. Le style particulier du bijou frontal, le même que celui du bracelet, est lui aussi évocateur de cette lointaine époque, rappelant fortement le style géométrique linéaire des motifs décoratifs portés par les Gerudo des anciens temps. Si la thèse d'une éventuelle assistance de la part des Sono n'est bien sûr pas à exclure, tout porte plutôt à croire que le sceau soit de nature Gerudo. Un usage de l'or, une orfèvrerie remarquable, diverses lettres Gerudo, et même la main, bien qu'immense par rapport à Link, est proportionnelle à la taille des mains de n'importe quel autre Gerudo. Une question demeure cependant. À qui peut donc bien appartenir cette main ? Tout au long de la série, les sages ont toujours eu un rôle primordial à jouer durant les nombreuses batailles contre les menaces d'Hyrule. Sceller le mal.
À l'époque de Breath of the Wild, les sages n'existent maintenant plus que dans les contes et légendes transmises au sein des populations d'Hyrule et semblent avoir été abandonnés au profit des prodiges lorsque le royaume devint technologiquement avancé. Seulement, il semblerait qu'un groupe se soit pourtant bien éveillé à un moment donné pour sceller Ganon bien avant qu'il ne devienne le fléau. Un groupe de sages encore inconnus, protecteurs des Gerudo. Ce sceau serait en réalité celui des 7 héroïnes. Depuis toujours, les Gerudo portent un intérêt particulier pour les pierres précieuses. D'après Azacha, tout minerai renferme un pouvoir qui peut être exploité à travers un bijou. Kume et Kotake portent chacune un rubis et un saphir, des pierres qui abritent respectivement la puissance des flammes et de la glace. En portant un topaz, pierre qui contient le pouvoir de l'électricité, Ganondorf fut en mesure d'invoquer des éclairs lors de son combat contre Link. Les guerrières d'Ocarina of Time, quant à elles, portent des ambres, des pierres qui leur confèrent les mêmes propriétés de résistance que des armures lourdes et épaisses, sans pour autant leur faire perdre toute agilité au combat. La suite de Breath of the Wild met en avant ce qui semble être des gemmes nox, des pierres qui s'illuminent dans la pénombre et qui ont sans aucun doute agi comme source de lumière pour les propriétaires de ces ruines souterraines. Leur description donnée par l'inventaire indique qu'elles seraient les manifestations d'âmes défuntes. S'il ne s'agit à première vue que d'une légende urbaine née d'une possible confusion entre leurs couleurs et celle des esprits, les gemmes nox renferment indubitablement, comme tous les autres minerais, une essence élémentaire qui leur est propre. Le masque du tonnerre, dans lequel se trouvent incrustés ce qui semble justement être des gemmes nox, a la faculté d'appeler l'esprit des ancêtres Gerudo afin de prodiguer à Riju leur pouvoir. Ces pierres contiennent donc très probablement un pouvoir spirituel. À en juger par l'énergie qui circule à l'intérieur du bracelet, les Gerudo des anciens temps seraient-elles parvenus à exploiter le plein potentiel des gemmes nox et à le contenir dans ce bijou? Trahis par la 8e, les 7 héroïnes auraient pris leurs responsabilités face à la résurrection de Ganon, dans une fière volonté de réparer les dégâts causés par leurs consoeurs pour ne pas salir l'image de leur tribu. Grâce au bracelet, leur âme aurait convergé en un seul et même point afin de former une entité dont le pouvoir serait suffisamment puissant pour empêcher le roi démon de s'échapper. Les nombreux caractères de l'alphabet Gerudo qui dansent dans ce flot d'énergie cyclique symboliseraient poétiquement leur âme éternellement vouée à leur devoir. Par leur acte de bravoure et leur dévotion pour la protection des Gerudo, les 7 héroïnes seraient ainsi entrées dans le panthéon de la tribu. Les recherches de Rotana rapportent qu'elles se seraient partagées un seul et même pouvoir en 7. Mais l'histoire n'aurait-elle pas été déformée avec le temps? En leur rendant hommage, les Sheikah ont bâti un sanctuaire au pied de leurs effigies dont l'épreuve honore l'histoire attachée à celle-ci. Pour y accéder, le héros doit justement guider leurs esprits. Curieusement, les socles dans lesquels vont les orbes, symboles de leurs esprits, étaient initialement pensés comme devant former un unique piédestal, au milieu duquel les 7 orbes devaient se rejoindre pour ne former qu'un seul et même point. Les 7 héroïnes ne se sont pas partagées un pouvoir, elles sont devenues ce pouvoir. En l'honneur de leur unification, une unique statue à leur effigie fut érigée près du palais royal, veillant sur les soldats Gerudo qui aspirent elles aussi à la protection de la tribu. De la même manière, chaque chef se doit de se donner corps et âme à ce devoir, un devoir symboliquement représenté par les armes qui lui sont attribuées, le bouclier et le cimetière des 7 joyaux. En plus de faire évidemment référence aux 7 héroïnes, le nom japonais de ces armes évoque de façon explicite les 7 joyaux du bouddhisme, à savoir l'allégorie des 7 différentes vertus indispensables à la pratique et qu'il est essentiel de posséder pour parvenir à l'éveil et ainsi devenir un Bouddha. A l'instar de ces fameux joyaux, les 7 héroïnes incarnent chacune une vertu. Cœur, technique, endurance, savoir, envol, mouvement et grâce. Lorsqu'elles se sont unifiées, leurs vertus se sont elles aussi harmonisées et leur ont permis, d'une certaine manière, d'atteindre un éveil similaire à la bouddhéité. Un parallèle que la statue de la cité Gerudo, symbole de cette unification, semble confirmer à travers son architecture, directement inspirée du Bouddha de Bamiyan.
D'après Hirohito Shinoda, lead artiste de Breath of the Wild, le bouddhisme a en effet servi de source d'inspiration dans le développement des Gerudo. Il faut savoir que les enseignements liés aux 7 joyaux se trouvent dans l'un des plus grands textes bouddhistes, le Sutra du Lotus. La symbolique associée à cette fleur est très puissante. Bien que prenant racine dans l'eau trouble et boueuse, le lotus s'épanouit majestueusement à la surface. Ses fleurs restent pures et leur couleur demeure intacte. En somme, une belle métaphore des Gerudo, suggérée par une imagerie très présente de fleurs au sein de la tribu qu'elles ont su retranscrire à travers un poème visible dans tout le palais. Gerudo, a resilient desert flower, facing the sun's gaze. Gerudo grows brilliant, while others fade. Le peuple du désert se compare à une fleur qui a su croître dans cet environnement hostile sans jamais faner, même si elle a donné naissance au mal incarné, même si elle s'est faite manipuler, exiler ou encore trahir. Tout comme le lotus reste pur dans l'eau boueuse, la tribu Gerudo continue d'avancer avec fierté dans le désert, non souillée par les erreurs de son passé.